Ok, bah écoutez, merci à toutes et merci à tous d'être venus, assez nombreux, et ça me surprend toujours de voir l'intérêt qu'il peut y avoir pour cette API, parce que c'est une API qui est quand même un petit peu technique, on va pas se mentir. La Vector API, alors s'il y a des gens qui pensent que je vais parler de Java Util Vector, qui est le machin de Java 1, il est encore temps d'aller entendre parler d'intelligence artificielle dans une autre salle, parce que c'est pas du tout de ça que je vais vous parler. Voilà, on va parler de calcul parallèle, qui nous est autorisé depuis pas mal de temps déjà par cette Vector API, bien qu'elle soit encore en incubation, qui est une espèce de preview qui porte un nom différent, mais qui veut dire à peu près la même chose. Voilà, mon nom c'est José, il y a plein de liens ici, avec du contenu que je publie sur le net. J'en ai rajouté un, juste avant la présentation, qui est un lien que j'avais oublié vers mon compte SpeakerDeck. Parce qu'en fait, les vieux slides que je faisais il y a quelques années sont sur SlideShare, et les slides que je fais plus récemment sont sur SpeakerDeck. Notamment s'il y avait des gens qui étaient éventuellement à la présentation qu'on a faite hier avec Rémi sur le deep dive qu'on a fait sur différents aspects de Java SE. J'ai mis les slides sur SpeakerDeck hier soir, donc vous pouvez les retrouver tout de suite. Et puis un autre lien important, c'est le lien vers le site dev.java. Voilà, qui est le site dont on s'occupe, dont l'équipe dont je fais partie s'occupe, des Java Developer Advocates chez Oracle. Donc on est intégré au Java Platform Group. Et on a créé ce site il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a bientôt 3 ans en fait, à l'occasion de la sortie de Java 17, et qui donc contient de la documentation sur, sur tout ce qui comporte, tout ce qui touche de près ou de loin à Java SE, Java, vraiment le core Java. Et puis on a également une chaîne YouTube, au cas où vous ne la connaîtriez pas, avec pas mal de contenu que je trouve vraiment intéressant. Et je dis pas ça parce que j'y contribue, enfin si un peu quand même. Euh, notamment si vous êtes intéressé par Java 21, par les nouveautés, etc. On a créé une série qui s'appelle Road to 21 et en quelques vidéos qui parle des différents aspects de Java 21. Voilà, qui peut vous intéresser. Ok. Donc cette Vector API, c'est toujours techniquement la JEP 469 7e incubation en 22, et la JEP 469 qui vient de sortir sera la 8e incubation pour Java 23. Et vous voyez au milieu, là vous avez le effort pour la JEP, il est XS. C'est juste parce qu'en fait c'est une translation de l'API qui existe vers Java 23 sans quasiment aucune modification. Donc l'API en elle-même, parce qu'il s'agit d'une API, il ne s'agit pas de langage, l'API des Java Vector, elle est complètement stable depuis pas mal de versions. Elle attend Valhalla pour pouvoir être mise en version finale, parce qu'elle va bénéficier de certaines choses que Valhalla va apporter une fois que Valhalla sera là. Donc tant que Valhalla ne sera pas là, tant que certains aspects du projet Valhalla ne sont pas livrés dans le JDK, l'API Vector ne passera pas en version finale. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, que vous ne pouvez pas jouer avec dès maintenant, que vous ne pouvez pas évaluer les performances que l'API peut apporter pour vos calculs, parce que comme on va voir, c'est vraiment une API de calcul. Vous pouvez déjà largement jouer avec et même écrire du code avec, parce que l'API elle est quand même très très stabilisée. Mettre ce code en production, ça c'est potentiellement un peu plus risqué, parce qu'on peut toujours y avoir des changements de dernière minute, mais tant que vous en êtes à faire de l'évaluation et voir comment les choses se passent, et apprendre à s'en servir, ça, il n'y a pas de problème. Cette API-là, elle donne en fait accès au travers du code Java, au travers de l'API Java, à ce qu'on appelle les instructions SIMD des processeurs récents, enfin alors relativement récents, pas forcément les plus récents, et qu'on appelle les instructions Single Instruction Multiple Data. Et on va voir ce que c'est que ce truc-là. Ce n'est pas un concept nouveau, mais on va voir comment ça se passe. Il s'agit de faire du calcul parallèle. Alors, pour calculer des choses en parallèle, on a déjà des outils. En fait, dans le JDK, je pense que tout le monde connaît l'API Stream et les streams parallèles. Il y a des gens qui utilisent les streams parallèles systématiquement dans leur code? Non, personne. Donc ça, c'est bien, parce qu'il ne faut pas le faire. Si vous êtes en train de faire du map filter reduce sur un tableau de 10 cases, le faire en parallèle, ça va diminuer vos perfs, ça ne va pas du tout les améliorer. Donc ne le faites pas. Voilà, c'est juste ça. Donc les streams parallèles, c'est probablement ce qui est le plus connu. C'est intéressant si vous avez vraiment beaucoup de données,
et si vous avez des calculs qui sont adaptés à la parallélisation. Donc par exemple, celui-là, c'est le cas. Il faut être map, filter, reduce. Le map et filter, ça vous pouvez le paralléliser comme vous voulez. Okay, et le reduce, après, il va faire des reduce de reduce. Si vous avez une réduction qui est associative, ça va très bien se passer. Si vous avez une réduction qui n'est pas associative, ça va vous donner n'importe quoi comme résultat. Donc faites attention. Mais ça marche bien. Et puis on a également dans la classe Arrays des fonctions qui permettent de traiter les tableaux en parallèle sans passer par les streams. Vous avez un parallèle sort notamment, qui vous fait un quick sort en parallèle et donc qui vous permet de trier votre tableau de façon plus rapide. Et c'est pareil, si vous avez un tableau de 20 éléments, allez pas faire un quick sort parallèle dessus, hein, ça sert à rien. Tout ce qui est, ça je vais le répéter pas mal de fois hein, jusqu'à la fin, mais tout ce qui est calcul parallèle, que ce soit stream parallèle ou calcul SIMD, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bencher, qu'il faut mesurer les perfs de ces trucs-là. Il ne faut pas mesurer les perfs sur votre machine de dev. Si vous avez une machine de dev formidable avec 6 cœurs, 8 cœurs, 12 cœurs, 16 cœurs, je ne sais pas quoi, et 32 Go de RAM, et que vos streams parallèles, ils marchent vachement bien, super, et puis vous déployez en prod, vous êtes sur une machine virtuelle avec 0,7 CPU, vos streams parallèles, ils vont moins bien marcher. Ok ? J'ai besoin d'expliquer ? Non ? C'est bon ? D'accord. Donc, quand vous benchez, il faut bencher sur un environnement qui est le plus proche de la prod possible. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Et là, vous voyez que je n'ai pas dit que c'était du calcul parallèle. J'ai dit que c'était du calcul en parallèle. Et là, vous êtes en train de vous dire, on est en train de jouer sur les mots et de pinailler. Alors, c'est vrai, partiellement, mais c'est très important. Parce que ce traitement-là, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que vos streams parallèles et comment est-ce que vos parallèles arrays, toutes les API parallèles pour traiter les tableaux fonctionnent? Elles fonctionnent de la façon suivante. Vous avez votre tableau, qui est super grand, okay, et l'API va découper ce tableau en deux pour vous, automatiquement. Quand vous faites stream parallèle, c'est ce qui se passe. Et là, vous avez ces deux morceaux de tableau qui vont être traités dans deux threads différents de votre machine. Et ces deux threads, on espère qu'ils vont s'installer sur deux cœurs différents de votre processeur. Et puis ils vont se subdiviser encore. Ça va vous donner 4 petits bouts. Et puis ils vont encore se subdiviser. Okay, et à un moment, l'API des streams parallèles, et vous n'avez pas la main là-dessus, l'API des streams parallèles va décider que le morceau de données qu'elle a à traiter, il est suffisamment petit pour pouvoir effectivement être traité avec le traitement que vous avez spécifié sur votre stream. D'accord ? Donc votre map filter reduce, il va être exécuté, en l'occurrence une dizaine de fois, là, 8 fois probablement, sur tous ces petits bouts de tableau, d'accord, dans différents threads. Et ce que vous espérez, c'est que ça va se passer sur différents cœurs de votre processeur au même moment. Donc là, vous allez faire vos réductions. Et après, vous avez un algorithme qui va se mettre en place, alors que vous n'avez pas écrit, que les streams parallèles vont utiliser, pour pouvoir fusionner ces réductions, c'est-à-dire remonter le tableau jusqu'à ce que vous arriviez au résultat final. Donc vous voyez qu'en fait, votre calcul parallèle, il s'appuie sur plusieurs hypothèses pour qu'il fonctionne correctement. Il s'appuie sur le fait que votre réduction elle est associative, parce que vous allez faire des réductions de réduction, et donc si ce n'est pas associatif, bah, vous allez avoir n'importe quoi comme résultat. Et ça, malheureusement, il arrive qu'on l'observe. Okay, mais il s'appuie également, je reviens sur le slide d'avant, même encore sur celui d'avant, il s'appuie également sur le fait que vous puissiez diviser votre tableau en deux à chaque étape. Si vous avez un tableau, tout va bien. Okay, mais par exemple, si vous avez un H7, le H7, vous avez aussi un tableau, mais vous ne savez pas combien de données vous avez à droite dans la partie droite du tableau et combien de données vous avez à gauche. Donc il va continuer à couper le tableau en deux, mais si ça se trouve, 80% de vos données sont à droite, 20% sont à gauche. Et donc là, vous ne divisez plus du tout votre calcul en deux. Ça va beaucoup moins bien marcher. La source de données que vous êtes en train de traiter dépend, a un impact sur les performances que vous allez avoir quand vous allez essayer de paralléliser votre traitement. Il y a des sources de données, ça ne sert à rien d'essayer de les paralléliser. Si vous construisez un stream sur les lignes d'un fichier texte, par exemple, avec files.lines, bah là, de toute façon, votre fichier texte, vous lisez les données une par une. Donc, essayer de faire un calcul parallèle là-dessus, ça va rien vous donner. Ça ne va rien vous apporter comme performance. OK ? Et ce truc-là, ça repose sur la concurrence. D'accord ? Et donc, ce que vous espérez, c'est que les cœurs de vos processeurs, ils ne sont pas utilisés à autre chose que votre calcul. Quels sont ceux qui ne font pas de Spring Boot ? Ah, il y a quand même quelques mains qui se lèvent.
Si vous faites du Spring Boot, les threads de votre Spring Boot, ils sont utilisés pour servir vos clients qui envoient vos requests, vos requêtes, des requêtes HTTP sur votre serveur. D'accord ? Si vous commencez à saturer tous vos cœurs avec des calculs parallèles, bah, vos clients ils vont être servis moins vite. C'est peut-être pas ce que vous voulez. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Et de toute façon, cette gestion de multithread, c'est une surcharge dans votre calcul parallèle. C'est une surcharge. Voilà. Donc, et puis il faut que je pense à passer les slides. Donc tous ces trucs calculés sont calculés dans différents threads. Ces threads, ils sont pris dans un pool de threads qui s'appelle le Common Fork Join Pool. Vous n'en avez qu'un seul dans la JVM. Okay, ça ne marche que si vous avez effectivement plusieurs cœurs et que si vos cœurs sont effectivement disponibles pour faire du traitement parallèle. Et il y a plusieurs choses que vous devez absolument suivre comme principe. Premièrement, ne faites pas d'input-output dans vos streams parallèles. Et d'ailleurs, il ne faut pas en faire dans l'API Stream d'une façon générale, parce que ça ne se comporte pas bien. Et en général, ça ne fait pas ce que vous voulez. Donc ne le faites pas. Il ne faut pas utiliser ça sur des sources de données que vous ne pouvez pas diviser en deux, et dont vous êtes certain qu'à chaque division, vous avez bien la moitié des données d'un côté et la moitié des données de l'autre. Et il y a plein de sources de données qui ne sont pas comme ça. Grosso modo, les seules sources de données qui sont comme ça, c'est les listes et les tableaux. Okay, et il y a certaines opérations qu'il ne faut pas utiliser. Skip et limit, par exemple, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser. Parce que le skip, il vous dit, vous prenez les 1000 premiers éléments de votre stream. Ce n'est pas 1000 éléments pris au pif. Donc ça veut dire que tous vos threads, il va falloir qu'ils communiquent entre eux. Attention, j'en ai pris 2, j'en ai pris 3, j'en ai pris 4, parce que vous devez avoir qu'un seul compteur pour compter jusqu'à 1000. Et ce compteur, il est accédé en concurrence d'accès. Donc c'est un point de contention dans vos streams parallèles. Voilà. Quel type de gain vous pouvez espérer quand vous faites des calculs parallèles avec les streams? Eh ben, il y a plusieurs aspects qui vont avoir un impact là-dessus. L'un des aspects principaux, c'est votre opération de fusion que vous n'écrivez pas. Okay, quand vous faites un parallèle sort, il va trier tous vos petits bouts de données séparément. Donc ça, c'est des quicksort. Vous avez 18 quicksort qui vont se lancer. Et après, vous avez un merge sort qui part pour fusionner 2 tableaux triés en un tableau trié, sans avoir besoin de le retrier. Ça, ce sera un peu bête. D'accord ? Et le merge sort, ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Donc, il ne faut pas espérer, si vous avez 8 cœurs, avoir un facteur 8 de gain quand vous faites des streams parallèles. Si vous avez un facteur de gain de l'ordre de 6, c'est déjà pas mal. Encore une fois, mesurez vos performances, mesurez-les sur votre configuration de production. Ne les mesurez pas sur votre machine de dev. Enfin, si vous n'avez pas de gain en performance sur votre machine de dev, en prod, ce sera probablement encore pire. Mais c'est vraiment avec une machine de prod qu'il faut mesurer ces gains en performance. Voilà, ça c'était pour les streams parallèles et pour le calcul en parallèle avec les streams parallèles et les tableaux parallèles. Le calcul SIMD, c'est quelque chose qui fonctionne complètement différemment, qui n'a rien à voir avec ça, et notamment qui ne s'appuie pas sur la concurrence. Pas de multithread dans du calcul SIMD. Ce qui est bien parce que ça résout des problèmes. Ce qui est moins bien parce que c'est plus compliqué à mettre en œuvre et c'est plus compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que SIMD? SIMD, premièrement, ça veut dire des vieux trucs. Je suis allé chercher sur Internet des vieilles photos. Il y a des gens qui savent ce que c'est que la première machine? Personne? Ouais, c'est quoi? Non, c'est pas IBM qui a fait ça. C'est Connection Machine qui a fait ça, c'est une CM5. Là, chaque truc noir, ça mesure à peu près 2 mètres de haut. Et les 4 cabinets que vous avez là, enfin les 4 armoires que vous avez, c'est une machine. La première, c'est les CPU, il y en a 64 000. Le deuxième, c'est la mémoire. Le troisième, c'est les disques. Et le quatrième, je crois que c'est l'alimentation, un truc comme ça. Il y en avait une en région parisienne. Une. Deuxième, c'est un truc de Texas Instruments. Je ne sais même plus le nom. Et la dernière, c'est un Cray. Il y a des gens qui se rappellent de Cray. On se rappelle de Cray, hein, ouais. Ça a été racheté par Sun, Cray. Et il y a des bouts de la technologie de Cray qui ont été intégrés dans les Spark T3 à une époque. Donc il y a encore des bouts de technologie de Cray qui tournent dans les Spark T3. Mais Cray, toutes ces boîtes, elles ont fermé. Hein. Ça, c'était un Cray, hein, comme ça, il y en avait un à l'X, à l'école polytechnique, à Palaiseau. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne au niveau du CPU. Et en fait, les CPU SIMD, c'est des CPU particuliers qui fonctionnent différemment des CPU normaux. Alors, si vous avez fait un peu d'informatique bas niveau, quoi, de fonctionnement des CPU il y a longtemps,
vous étiez à l'école ou en université dans les premières années, vous savez que dans un CPU, vous avez ce qu'on appelle une unité qui fait le calcul, l'ALU, la Arithmetic and Logic Unit, ou UAL en français, l'unité arithmétique et logique, et c'est elle qui effectue les calculs sur les données. Et à très bas niveau, grosso modo, vous avez 2 registres en entrée, un registre en sortie, et puis cette unité de calcul qui va faire des additions, qui va faire des multiplications, des choses comme ça. La première étape que vous allez faire, c'est un chargement. Donc là, j'ai chargé 10 et 20 dans les registres en entrée. Et puis après, j'exécute un add. Et magiquement, au bout d'un certain nombre de cycles CPU, j'ai l'addition de 10 et 20 qui s'est exécutée. Et en principe, le résultat, ça doit faire dans les 30. Okay. Quand on est en entier, ça marche bien. Quand on est en flottant, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et bien, si vous avez compris ça, vous avez compris le cœur de fonctionnement du SIMD. Parce qu'en fait, là, vous avez un truc qui lit les instructions et qui exécute ces instructions en fonction d'une mémoire. Le 10 et le 20, ils viennent de la mémoire centrale de votre machine. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous faites du SIMD, vous n'avez toujours qu'un seul programme, mais vous avez plusieurs unités de calcul, processing unit. Et quand je vais exécuter un load, bah, la première processing unit va charger 10 et 10 d'un certain endroit de la mémoire, parce que c'est là qu'elle est connectée. La deuxième va charger 21 et 30 parce qu'elle charge ses données d'un autre endroit de la mémoire. Et elle le fait en même temps et sur le même cycle CPU que la première processing unit, parce que tout ça, c'est synchrone. Il n'y a qu'une seule instruction et c'est la même pour tout le monde. Donc il y a un chef d'orchestre, toc, 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 vous chargez, vous déchargez, etc. Et puis le troisième, il a chargé 5 et 12, et le dernier a chargé 8 et 3. Okay, et tout ça, ça se fait vraiment en parallèle. Et je n'ai pas de multithread, parce que c'est le hardware qui s'en charge. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est load, et tous mes registres se sont chargés avec l'unité de mémoire, les endroits de la mémoire qui sont connectés à ces registres. Et chaque registre est connecté à différentes zones de la mémoire. Et c'est de là que vient le simple instruction multiple data. Vous avez tout un tas d'unités de calcul. Chaque unité de calcul est connectée à sa propre zone de la mémoire, mais elles sont toutes connectées au même registre d'instruction. Et donc, elles exécutent toutes la même instruction au même moment. OK ? Et donc, là, j'en ai mis 4. Bah, vous voyez que mes 4 additions, parce que là, je vais faire add, et pouf, j'ai 4 additions qui sont en même temps. Là, j'ai un facteur 4. J'ai un gain d'un facteur 4. Et si je mets 8 processing units, je vais avoir un gain d'un facteur 8. Là, il n'y a pas d'overhead, il n'y a pas de multithreading, il n'y a pas de contention, il n'y a rien du tout. Okay, une CM5, 64 000 processeurs, ah bah évidemment, là, ça accélère pas mal les choses. Hein. Ça compte un facteur 64 000 hein, dans un calcul. D'accord ? Donc, pas de thread, pas de division de vos données, pas de réduction de partiels et de fusion après. Simplement, vous avez de l'algorithmique qui est un petit peu plus compliqué à écrire parce qu'au lieu de l'écrire sur des nombres, vous allez l'écrire sur des vecteurs. Là, ce que je suis en train de faire, je reviens au slide d'avant, vous êtes en train d'ajouter 2 vecteurs. Okay, le premier, c'est 10, 21, 5, 8, ça c'est ses composants. Et le deuxième vecteur, c'est 10, 30, 12, 3. C'est un 3, oui. Et ça, c'est ses deuxièmes composants. Et donc, le add que vous faites, il ajoute 2 vecteurs à 4 dimensions, en un seul coup d'horloge. Est-ce que vous avez un overhead, okay, de la surcharge ? Ben, malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Okay, et on a un overhead. On n'a pas d'overhead au niveau du calcul. Par contre, quand on fait de l'API vector, alors là, je sors du SIMD strict pour revenir dans l'API vector, votre problème, c'est que vos données, elles sont dans la mémoire centrale de votre machine et qu'il va falloir les charger dans les registres SIMD qui sont adressés par les cœurs de calcul SIMD. Okay, et ça, c'est un overhead. Et on va voir exactement de quoi il s'agit. De quelles opérations est-ce que vous disposez ? Bah, le problème de ça, c'est que... Alors, le problème, ce n'est pas un problème, mais quand vous faites des calculs dans l'API stream, vous passez des lambda. Donc, vous faites n'importe quel prédicat, n'importe quel mapping, etc. Là, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Chaque CPU a sa propre implémentation du noyau SIMD spécifié dans AVX 256, 512. Puis, vous avez un AVX 128 également. Okay, ça n'implémente pas forcément tout au niveau hardware, ça implémente éventuellement certaines instructions en émulation. D'accord ? Et là, vous pouvez aussi avoir
un overhead si vous utilisez des instructions assembleurs qui ne sont pas supportées par votre hardware, enfin qui sont émulées plutôt que réellement supportées par le hardware. Mais l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de concurrence. Donc pas de multithread. Okay, ça, c'est vraiment le point, c'est le gain absolument génial. Si vous voulez faire de l'API vector et du calcul SIMD, il faut impérativement regarder ce que votre processeur de prod va supporter comme jeu d'instructions et savoir comment est-ce qu'il va falloir programmer vos algorithmes. Okay, je vous parlais des lambdas tout à l'heure. L'API vector, elle ne supporte pas les lambdas. Pourquoi? Parce qu'elle va appliquer directement vos calculs à des instructions assembleurs qui sont effectivement présentes sur le CPU. Et ça, ce n'est pas compatible avec des lambdas. Okay, on va voir ça sur un exemple. Donc la mémoire que vous allez utiliser, c'est en fait un tableau particulier qui se trouve dans le CPU, dans le cœur de vos CPU. Si vous avez 8 cœurs, vous avez 8 noyaux de calcul SIMD. Ce qui est vachement bien parce que du coup, vous pouvez faire du stream parallèle qui va faire de l'API vector en parallèle. Donc vous avez une espèce de double couche de parallélisation pour gagner encore des temps de traitement. Et la taille de ce registre, elle va dépendre du CPU que vous avez. Typiquement, ça va de 512 à 128. Et si vous checkez ce que vous avez sur vos laptops ou sur vos PC de dev, il y a toutes les chances pour que vous soyez en 256 bits. Okay. Pour aller sur les 512 bits à l'heure actuelle, il faut plutôt aller regarder des processeurs haut de gamme, genre Xeon, machin, des choses comme ça. Donc je vais faire les exemples en 256 bits. Dans 256 bits, vous avez 32 octets. Donc vous pouvez stocker 32 bytes. Okay. Vous pouvez stocker 16 shorts. Voilà. Ou 8 int ou float, ou 4 long ou double. Et donc ça vous donne le taux de parallélisation que vous allez pouvoir obtenir. Si vous travaillez sur des entiers, vous allez avoir un facteur 8 parce que vous allez pouvoir gérer vos entiers par paquet de 8. Okay. Si vous travaillez sur des shorts, c'est un facteur 16. Dans un short, on peut stocker un caractère, par exemple. Si vous avez des chaînes de caractères à traiter, par exemple, convertir une chaîne de caractères en uppercase, si vous utilisez ce machin-là, vous allez gagner un facteur 16. Gratuitement. C'est pas mal, non? Si votre chaîne de caractères fait 2 caractères, vous n'allez pas voir la différence. Mais si vous en avez des grandes, peut-être que vous allez voir la différence. Ok, ça j'ai déjà vu. Qu'est-ce que j'ai comme intérêt? C'est que j'ai quand même un overhead pour charger mes données de la mémoire vers ce registre particulier de mon CPU. Là, il y a une surcharge parce que ce truc-là, il y a un temps de traitement pour le faire, un temps de traitement qui n'est pas très important, mais qui n'est pas complètement négligeable. Le deuxième inconvénient, c'est que les algorithmes sont plus complexes parce que vous manipulez des vecteurs plutôt que des nombres. Et les vecteurs, c'est de l'algèbre linéaire, c'est des matrices, c'est des trucs comme ça. En général, les gens, ils n'aiment pas ça. Et puis, le code que vous allez exécuter, il y a toutes les chances pour que ça ne s'exécute pas tout à fait de la même façon sur votre machine de dev et sur votre machine de prod. Donc ça veut dire que pour bencher, il faut vraiment faire très attention. Techniquement, comment est-ce que l'API fonctionne? La première étape, c'est de charger vos données dans ces fameux registres qu'on appelle des vecteurs dans le cadre de l'API. Et ce que vous chargez, c'est toujours des tableaux de nombres. C'est des bytes, des shorts, des int, des floats, des longs, des doubles, des choses comme ça. C'est jamais des références. D'accord? C'est une API bas niveau qui traite des nombres. C'est donc peut éventuellement représenter des caractères, mais ce qu'on traite, c'est des nombres. Donc là, j'ai 2 tableaux, V1 et V2. Okay. Je vais les additionner avec l'API vector. Donc je commence par créer un 3e tableau pour stocker le résultat, qui doit faire la même taille que V1 et V2. Et j'ai 2 instructions, int vector, parce que c'est un vecteur de int, from array. Ça, c'est la méthode statique qui me permet de charger mon tableau dans ce registre. Je lui passe un objet species, donc ça, on va voir tout de suite ce que c'est. Et puis, je passe V1 en paramètre, et puis après un offset pour dire que je charge V1 à partir de l'offset 0. OK. Donc ça, c'est pas très compliqué. Cet objet species, c'est un objet qui m'est donné par l'API et qui va en fait encoder des propriétés à la fois du CPU et de ce qu'il sait faire. Et ça, c'est bien parce qu'au moment où j'écris mon code, je n'ai pas cette info. Mais au moment où ça s'exécute, l'API vector, la JVM, elle peut interroger le CPU et donc elle va avoir cette information. Ça, c'est une des forces de Java. OK.
Donc il porte ces informations et je l'utilise au travers de ce truc-là. Alors, cet objet, il est un peu coûteux à créer parce qu'il va interroger les trucs sur le CPU. Donc, il faut impérativement le mettre dans une constante, private ou public, ça on s'en fiche, statique finale, parce que comme ça, il est créé une fois pour toutes au chargement de mon application et après, je peux l'utiliser, j'y reviens pas. Il ne faut pas que je le refasse à chaque itération parce que là, ça va me coûter très très cher. Donc ça, c'est le pattern de code correct pour charger 2 tableaux d'int dans 2 vecteurs de mon CPU, enfin dans le noyau SIMD de mon CPU. OK ? Alors maintenant, je vais les additionner. Alors je ne peux pas faire V1 plus V2, ça ce serait trop facile. Je vais faire V1.add V2 et ça va me donner un troisième résultat, un troisième vecteur, pardon, result, que je vais pouvoir ensuite copier dans mon tableau result. Okay. Si j'ai juste une addition à faire, alors l'addition elle est super rapide, hein, parce que elle est aussi rapide que de faire une addition 1 plus 2. Sauf que j'ai additionné, si c'est des ints, j'ai additionné potentiellement 8 ints d'un seul coup. Donc là, je gagne un facteur 8. Mais par contre, le temps de charger mes vecteurs et de le décharger, ça va me coûter cher. Donc juste faire une addition, c'est probablement pas super intéressant. Bon. Mais ça se mesure. Ça se mesure. Donc cette opération de add, c'est une instruction assembleur, AVX en fonction de ce que vous avez, 512 ou 256. Okay, et donc elle va ajouter ces 4 ints, ces 8 ints, ces 16 ints en un cycle CPU. Donc ça, c'est vachement bien en termes de performance. Qu'est-ce que j'ai comme opération sur ce truc-là ? J'en ai toute une flopée. Addition, j'ai évidemment les 4 opérations, j'ai la valeur absolue, négatif, min, max, on va voir comment ça marche. Et puis j'ai des tests également. Et puis j'ai des opérations pour manipuler les bits. Encore une fois, comme tout ça, ça se map sur des instructions assembleurs, je ne peux pas passer des lambda, par exemple. Alors j'ai un petit inconvénient, c'est que la taille de mon registre est fait 256 bits. Ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Et mon vecteur, j'aimerais bien qu'il fasse 256 bits, mais en général, il va faire probablement plus. Éventuellement moins, ça c'est pas grave, mais il va faire probablement plus. Donc comment est-ce que je peux traiter des tableaux de grande taille ? Et je vous ai dit, c'est intéressant que vous ayez des tableaux de grande taille, donc on va voir ce pattern-là. Alors, il y a une instruction en Java qui est vachement intéressante, c'est la boucle for. Tout le monde connaît la boucle for ? Ouais, c'est bon. Donc on va utiliser des boucles for, et donc tout ça, on va le mettre dans une boucle for. Je vais me prendre un index, et puis je vais aller de 0 à la taille de V1, par exemple. Je suppose que V1 et V2 sont de la même taille. Et je vais sauter de 8 en 8. Okay, et je vais faire mes additions, et ça, c'est exactement le même pattern que celui que je vous ai montré. Ce 8, c'est quoi ? Il dépend de la taille de mon registre. J'ai un registre de 256 bits, je mets des entiers, donc j'ai 8 entiers. Mais peut-être qu'en prod, j'ai un registre de 512 bits, donc il ne faut pas que je mette 8 en dur comme ça. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Et je vous ai dit, cet objet species, qui devrait être static final machin, lui, il va regarder le CPI sur lequel il s'exécute. Et en fait, il me donne une méthode qui va lire ce truc-là. Et species.length, ça me dit exactement là le nombre d'éléments que je peux traiter à chaque instant. Est-ce que ce pattern, il est bon ? Pas tout à fait. On y est presque. Qu'est-ce qui se passe si mon tableau n'a pas un nombre entier de paquets de 8 éléments ? Par exemple, si j'ai 2222 éléments, voilà, c'est 277 x 8 plus 6. Donc il me reste 6 éléments à la fin, et ça, c'est pas divisible par 8. À ce moment-là, j'ai 2 solutions, et ça dépend du CPU sur lequel je suis. Une fois de plus, ça dépend du CPU. La première solution, ça consiste à prendre un masque, ok ? Et le masque, en fait, il me dit, je vais lui dire, voilà, je veux juste les index qui sont dans le range de la taille de V1. Et donc ce masque, vous pouvez voir ça comme un champ de bits. S'ils sont à 1, je vais prendre en compte le bit qui correspond. S'il est à 0, je ne prends pas en compte le bit qui correspond. Donc en général, ce masque il va être égal à la longueur de mon tableau. Et puis quand je vais arriver à 6 éléments dans mon tableau, tous les bits jusqu'au 6e élément, ils vont être à 1, puis les autres, ils vont être à 0. Et donc l'addition que je vais faire, comme je passe le masque en paramètres, l'addition que je vais faire, elle ne va pas opérer sur les bits pour lesquels le masque vaut 0. D'accord ? Donc ça, c'est très pratique. C'est très bien. Ça a juste un problème, c'est que ça repose sur l'utilisation des masques. Et en général, vos CPU ne supportent pas le masking. Seul... Zut, c'est bête, hein.
Seuls les CPU vraiment, si vous êtes riche et que vous avez des super Xeon, là vous avez du masking hardware et c'est génial et la vie est belle. Mais si vous êtes des prolétaires dans l'informatique et que vous avez juste de l'AVX 256, bah, vous n'avez pas le masking. Donc le pattern devient un petit peu plus compliqué. Ça devient ça. On commence à index égale 0. Et puis on va looper sur v1.length. Et ça, c'est une méthode de species. Donc species va me dire exactement, tu peux diviser ce machin-là en autant de paquets de 8 ou de 16 que ça. Donc c'est encore species qui va m'aider. D'accord ? Je vais faire mes add sur des vecteurs entiers. Et puis à la fin, il va me rester un petit bout. Et là, je vais le traiter dans un for loop sans masking de cette façon-là. Okay. Et là, c'est un for loop classique, il n'y a plus de vector API. Lequel des deux est le plus rapide ? Measure, don't guess. Il faut regarder, il faut faire du JMH, mais il faut regarder sur vos données. Okay. Mais c'est important de savoir que vous avez les deux patterns. Si vous n'avez pas le masking, à mon avis, le deuxième va être le plus rapide. C'est même pas absolument certain. Si vous avez du masking, essayez de faire du masking, ça va probablement mieux marcher. Donc vous voyez que rien que pour faire une addition, c'est un peu plus compliqué que de faire A plus B. Hein. C'est ça le pattern. Hein. Alors, un petit peu de vocabulaire. Dans le contexte de l'algèbre linéaire, hein, donc des matrices, des vecteurs, etc., des vecteurs, ils ont des composants. Okay, dans le contexte de l'API vector, ces vecteurs, ils n'ont pas des composants, ils ont des lanes. Hein. C'est comme ça. Si vous lisez la doc et vous entendez parler de lanes, en fait, lanes, c'est les coordonnées d'un vecteur. Voilà. Les lanes, alors pourquoi ils appellent ça lane ? Parce que c'est la façon dont la date, dont votre donnée s'écoule à l'intérieur des vecteurs. Moi, j'ai pas bien cette image en tête, mais enfin, c'est ce qu'on lit dans la doc, donc je l'ai mis là, parce que je suis quelqu'un de discipliné. Et derrière, vous avez deux types d'instructions. Les additions, les soustractions, les opérations arithmétiques. Ça, c'est des opérations qu'ils appellent lane-wise, c'est-à-dire que vous prenez les composants des vecteurs et vous les traitez d'un vecteur à l'autre. Donc une addition, c'est la somme de tous les composants, de tous les premiers composants, tous les deuxièmes, tous les troisièmes, etc. Et puis vous avez des opérations de type cross-lanes, auquel cas vous allez opérer sur les différents composants d'un vecteur. Par exemple, vous faites un max sur les composants d'un vecteur. Là, vous allez comparer les différents composants les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, calculer la norme d'un vecteur ? Norme d'un vecteur, c'est la somme du carré des composants. Et je prends la racine à la fin. Bon, la racine, ce n'est pas vraiment le problème. Donc, je vais commencer par me prendre un float vector, par exemple, à partir du tableau. Là, j'ai simplifié le pattern, mais c'est le même pattern qu'avant. Je vais multiplier V par lui-même. Et puis après, je vais faire un reduce lanes. Et ça, reduce lane, ça va me traiter tous les composants de ce vecteur, mais entre eux. Donc ça, c'est une cross-lane opération. Okay ? Et je vais lui passer un paramètre qui est add, pour lui dire, je voudrais que tu m'additionnes tous les composants de mon vecteur. Et c'est pareil, il fait ça en un coup d'horloge. Hein. C'est très rapide. Hein. C'est très, très rapide. OK. Là, j'aurais bien aimé passer une lambda, par exemple, vous voyez ? J'aurais bien aimé faire I1, I2 et puis I1 plus I2. Oui, sauf que ce add, c'est une instruction assembleur. Donc ça ne peut pas être une lambda. C'est une instruction assembleur spécifique. Ça map sur une instruction assembleur. Est-ce que c'est la seule façon de faire ? Ben non, ce n'est pas la seule façon de faire. OK ? Je peux aussi prendre un unique vecteur, le remplir de 0. Donc j'ai un 0 species et ça me crée un vecteur avec que des zéros. J'ai aussi une méthode broadcast qui me permet de mettre autre chose que des zéros. Parce que là, la méthode 0, elle marche que pour les zéros. Évidemment. Je peux multiplier tous mes composants les uns avec les autres, faire la somme, faire les sommes de tous ces composants, les sommes des carrés, et puis ensuite prendre la racine carrée du reduce lane que je fais à la fin. Donc soit je peux faire ma réduction de composants de lane dans ma boucle, soit je la fais qu'une seule fois à la fin sur le vecteur résultat. Et le résultat, c'est le même, hein, évidemment. Donc j'ai deux façons de calculer la même chose. Comme je vous disais, l'algorithmique, elle n'est pas si simple. Laquelle des deux solutions va être la plus rapide ? Réponse, j'en sais rien. Faut tester, faut essayer. Ça dépend de votre CPU, ça dépend de vos données, ça dépend de plein de choses. Donc il faut faire du JMH et il faut regarder ce qui est le plus rapide. Si vous voulez utiliser cette API-là, c'est pour avoir des perfs. Si vous voulez optimiser vos perfs, il faut mesurer. Ça, c'est incontournable. Là, je vous l'ai fait avec un add. Alors, quel type d'opération j'ai ? C'est modélisé par des interfaces. Là, je vais juste vous donner un aperçu et je vais vous passer très très vite parce que donc vous avez un certain nombre de types d'opérations, les opérations unaires, binaires, ternaires, les tests, les comparaisons, les conversions, par exemple de float à double. Ça, c'est les opérations unaires. Tout ça, c'est des
c'est des opérations assembleurs. Hein. Il y en a une qui s'appelle ZOMO, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Des opérations binaires, les opérations associatives, les opérations ternaires, là, il n'y en a pas beaucoup. FMA, je ne sais pas ce qu'est fait. Les tests, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Les comparaisons, ça commence à faire pas mal. Il y a quand même des gens qui ont programmé ça à la main, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et les conversions, j'en ai de deux types. Je peux vraiment convertir un byte en short, par exemple, mais je peux aussi faire une réinterprétation. Par exemple, j'ai un double et je veux le lire comme un long. Je ne suis même pas certain d'avoir un use case en tête, mais apparemment, il y a des gens qui ont besoin de faire ça. Donc voilà. Et puis après, j'ai les comparaisons. Et c'est le dernier slide. Vous avez des dizaines et des dizaines de mnémoniques assembleurs qui sont exposés en fait dans l'API Vector. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Comment est-ce que je peux m'y prendre pour calculer une moyenne, par exemple? Là, une moyenne, il faut que je fasse deux choses. Il faut que je compte les éléments. Ce n'est pas comme la norme, où la norme, je fais une somme de carrés puis je ne me préoccupe de rien. Là, il faut que je compte les éléments également. Je vais partir de mon vecteur. Je vais réduire je vais faire un reduce lane avec un add. Okay, et puis après, je vais pouvoir faire ma moyenne en prenant la taille du vecteur que j'avais. OK. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, je vais vous montrer comment faire un map filter reduce. Le mapping, vous voyez bien comment on peut le faire. On va multiplier chaque élément de mon vecteur par un truc. Donc j'ai un mult et puis un mult avec une constante. Donc tout ça, ça se fait bien. Le filtering, c'est un peu plus subtil parce qu'il va falloir que j'élimine des composants d'un vecteur. Par exemple, je filtrais tous les éléments qui sont plus grands que 5. Et bien là, je vais pouvoir faire ça avec un masque, en fait. Il va me retourner un masque qui va être faux quand c'est pas plus grand que 5 et qui va être true, avec un D1 et des 0, hein, évidemment, quand c'est plus grand que 5. Ça, c'est un masque. Et après ce masque, je vais pouvoir l'utiliser. Si je veux faire une somme derrière, je vais pouvoir passer ce masque en paramètre de mon add. Et il va juste sommer les cellules, les éléments de mon vecteur qui sont true. Il ne va pas sommer les autres. Mais je peux aussi faire, j'ai une opération crosslane qui est assez intéressante, qui est un compress, qui va en fait uniquement sélectionner les valeurs du masque qui sont vraies et qui va me les ranger en tête de mon vecteur en laissant des places libres à la fin. Et là, le problème, c'est que mon API supporte le masking ou pas, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser un masque. Donc si mon CPU ne supporte pas le masking de façon hardware, je ne vais pas avoir les performances peut-être auxquelles je m'attends. J'aurai des performances un peu plus faibles que celles-là. Donc derrière, je peux faire de la compression et copier dans un tableau. Donc vous voyez, la première ligne, je suis en train de comparer V avec GT, donc greater than, et 5. Donc là, ça va me produire un masque. Ce masque, je peux le compresser. Je peux le copier dans un tableau. Le max index, ça, c'est l'offset au tableau, l'offset dans le tableau dans lequel je veux le copier. Et puis, je vais incrémenter ce masque index avec la taille du masque, c'est-à-dire le nombre de composants qui sont vrais dans ce masque, donc le nombre de composants effectifs que j'ai copiés dans le tableau. Mais je peux aussi le faire de la même façon avec une copie masquée dans le tableau de résultats. C'est-à-dire que je peux aussi faire V into array et passer le masque en parallèle, en paramètre, pardon. Du coup, il ne va pas faire la compression et il va juste copier les bons composants dans le tableau et donc fusionner en quelque sorte l'opération de copie et l'opération de compression. Et pareil, le true count va me retourner le nombre d'éléments qui étaient corrects dans le masking. Je peux m'amuser à filtrer puis à réduire après. Okay, donc là, je vais faire avec un double. Donc des doubles, j'en ai moins, hein, j'en ai plus que 4, hein, des doubles éventuellement, ou 8 si je suis riche et que j'ai un 512 bits. Okay, donc je vais comparer, toujours pareil, avec 5. Je vais réduire mon truc avec un add et avec le masking. Je vais appliquer le true count à la fin pour savoir exactement combien d'éléments j'ai masqués. Et là, je vais pouvoir calculer la moyenne sur uniquement sur la somme, ça, la somme je l'ai, mais sur le count, c'est-à-dire sur le nombre effectif d'éléments que j'avais traités. Donc là, j'ai fait un map filter reduce avec l'API Vector en parallèle. Le mapping, je ne l'ai pas fait, mais bon, on l'a déjà fait avant. Le filtrage, soit avec le masking dedans ou avec le masking directement dans la copie, compresse plus masking ou l'autre solution. Et puis à la fin, l'incrémentation du nombre de composants que j'ai effectivement traités. Donc comme vous voyez, les patterns de code ne sont pas les plus simples de la Terre. Hein. C'est quand même un petit peu technique, hein, à traiter. Voilà.
En termes de performance, sur le GitHub de l'OpenJDK, vous avez cette page. Donc vous pouvez recopier l'URL rapidement peut-être pour le... Je vous ai fait un bit.ly, voilà, pour y aller plus rapidement, avec tout un tas de bench et tout un tas d'algorithmes. Et si vous voulez vraiment voilà, aller plus loin au-delà de ce que je vous ai raconté, vous pouvez regarder les patterns de code qui sont là, parce que vous avez énormément d'exemples avec des benches JMH sur plein de cas d'utilisation. Des petites comparaisons de performance sur les comparaisons de chaînes de caractères. Okay, pour un caractère de taille 16, que vous le fassiez en JDK normal ou en JDK Vector API, c'est à peu près les mêmes performances. Mais vous voyez que très rapidement, quand vous avez des chaînes de caractères qui deviennent plus grandes, l'API Vector, ça vous amène quand même des gains en performance tout à fait substantiels. Hein. Quand même tout à fait substantiel. C'est marrant de voir qu'à 32, à une taille de 32, vous allez plus vite avec l'API Vector qu'à une taille de 16. Et ça, c'est parce que l'overhead du chargement des registres, vous le payez assez cher, en fait, dans le premier cas. Voilà. Donc, en conclusion, au niveau des applications, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, en fait, dans plein d'endroits dans votre calcul. Et qu'en fait, le JIT utilise déjà depuis quasiment Java 5. Okay. Le JIT, il est déjà capable de faire de la vectorisation sur plein d'opérations que vous faites. Et une fois qu'il y aura cette API Vector qui sera en finale, vous allez avoir une fusion des deux au niveau du JIT, de ce que sait déjà faire le JIT et de ce que sait faire l'API Vector pour pouvoir vectoriser encore plus d'éléments dans les applications. Là où j'ai mis une petite liste de ce que vous pouvez accélérer, il y a pas mal de choses sur les chaînes de caractères. Le calcul de hashcode pour l'API Vector, là, c'est le bonheur. Hein. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Hein. Okay. Mais ce n'est pas les seules opérations qu'on peut s'amuser à accélérer. Toute l'algèbre linéaire, c'est quelque chose qui est sous-jacent à ça. Le calcul matriciel, le calcul sur les vecteurs, etc. Tout ça, on est en plein dedans. L'algèbre linéaire, c'est des réseaux de neurones, enfin plutôt l'inverse. Les réseaux de neurones, c'est de l'algèbre linéaire, donc ça veut dire que vous allez pouvoir accélérer ça avec. Avec des réseaux de neurones, vous pouvez faire du machine learning, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle, et donc tout ça, c'est quelque chose qui peut être accéléré immédiatement avec ces noyaux SIMD. Ça, c'était ce que je voulais vous raconter sur l'API Vector, et il nous reste même 2 minutes et demie pour des questions, si vous avez des questions. Merci. Le micro est par ici, faites-moi signe. Il y a une question là-bas. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Merci. Et à la fin, ce qui m'a interpellé, c'est quand vous disiez que le JIT l'utilise déjà. Ça veut dire que si je veux faire un string compare, je n'ai pas besoin de m'embêter avec Vector API. JIT va le faire pour moi. Alors, à terme, l'objectif, c'est que le JIT le fasse. Ce que j'ai dit, c'est que le JIT, aujourd'hui, sait faire de la vectorisation dans certains cas. Okay, et qu'à terme, il sera fusionné avec ce que sait faire l'API Vector pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais déjà aujourd'hui, quand on fait même des boucles for sur des entiers pour traiter des tableaux, on se rend compte que le JIT est capable de vectoriser les choses. Ouais, tout à fait. Donc il utilise déjà, c'est un peu comme ce monsieur qui faisait de la prose sans le savoir. Mais c'est très bien, c'est parfait. C'est super. Oui, c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas depuis longtemps, hein. Donc on est habitué en fait. On ne s'en rend pas compte qu'on est habitué. Ouais, tout à fait. Une autre question ? Au niveau des calculs, tu montrais que à chaque fois, il repassait par la mémoire centrale. Oui. Parce que l'avantage de tout l'assembleur, c'est on fait les calculs dans les registres, on garde les registres, oui. On recommence. Est-ce qu'il y a toujours ce surcoût où on peut faire ces opérations qui restent dans les registres? Alors, quand je dis mémoire centrale, c'est le cache en fait. Hein. C'est pas la mémoire centrale directement. Une fois que le registre il a été traité, une fois que les deux registres ont été additionnés, dépendamment du calcul que tu vas faire après, tu vas quand même besoin d'avoir... Par exemple, si tu additionnes deux tableaux qui sont plus longs que le registre que tu as, il va falloir quand même que tu itères sur le tableau pour additionner les paquets d'entiers par paquet d'entiers. Donc il va y avoir ces allers-retours entre le cache et les registres. Après, quand on est dans le cache, le temps d'accès du cache, il est assez faible. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant si tu as des tableaux de grande taille, parce que pendant que tu fais ce calcul-là, la mémoire centrale va nourrir le cache
avec le reste du tableau. Là, pour le coup, ça, c'est facile à optimiser parce que le truc, il voit bien que tu es en train de traiter un tableau, donc il faut que le tableau il arrive dans le cache le plus vite possible. Ça, c'est facile. Enfin, pour le JIT, ça, c'est un truc que le JIT sait faire. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, oui, il y a cet overhead à payer. C'est pour ça qu'il faut au maximum essayer de rester dans le cache. Caché là. Oui. Bonjour. Ouais, question là, puis on est juste derrière toi encore. Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, dans des futures versions de Java, que certaines collecteurs spécifiques, notamment sum, max, min, integer string, soient réimplémentés en utilisant ce paradigme? Alors, réimplémenter, ça, je pense pas. Ce qu'il faut voir, c'est que les collectors, c'est les collectors de T. Et on n'a pas de int collector ou de long collector. On a des int stream, mais le int stream, il ne prend pas de collector en paramètre, parce que les gens se sont dit, on ne va pas en plus faire des int collector, des int tout machin collector, etc. Ils n'ont pas fait ça. Donc, pour l'instant, la réponse est non. Dans le futur, est-ce que le JIT sera capable de se rendre compte qu'il est en train de faire la somme de tableaux et pouvoir optimiser des calculs de stream? Avec Valhalla, peut-être. Et avec d'autres travaux comme la spécialisation des génériques au niveau de la VM, peut-être. Mais à mon avis, pas avant. Merci pour la présentation. Merci. Là, on a vu quand l'API Vector, elle permettait d'abstraire les instructions du processeur. Et est-ce qu'il y a une évolution vers ce que peuvent amener les GPU qui permettrait d'abstraire l'utilisation des GPU comme ça? Alors la réponse est oui, mais aujourd'hui, pas dans le contexte de l'API Vector. Il y a un projet qui s'appelle le projet Babylone, et que je t'invite à aller regarder, qui est un projet OpenJDK, hein, donc tu vas sur la page d'accueil de l'OpenJDK, projet Babylone. Et là, le projet Babylone, l'un de ses objectifs, l'une de ses conséquences de la réussite entre guillemets de ce projet, ce serait de pouvoir faire des traitements GPU directement à partir du code Java. Ouais. Et pas que d'ailleurs. Mais l'API Vector, l'objectif de l'API Vector, c'est vraiment de mapper les instructions AVX des CPU. Donc là, on est en dehors des GPU. Ouais. Peut-être une dernière question? Alors à ce moment-là, la dernière. La dernière, allez. Mais du coup, est-ce que si c'est possible de travailler sur le GPU, de aussi gérer plusieurs types de caches, comme dans le GPU, il y a la shared memory, la general memory, parce que par exemple, c'est utile quand on fait des convolutions de stocker le patch à un endroit de convolution et l'image au plus proche de là où il fait le calcul, pour partager le patch entre les endroits où les calculs de convolution sont faits. Et est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui sont prévus ou pas? Non, ça faudra se le faire à la main. Okay. Faire de la convolution entre images, c'est vraiment du calcul matriciel. Là, c'est du calcul vectoriel. Donc ça veut dire, il n'y a pas dans l'API de support direct pour le calcul matriciel. Donc le calcul matriciel, faut se le faire à la main. Ouais. Merci. Bonne fin de conférence.